À peine l'année commencée, les États-Unis annoncent une opération majeure, l'arrestation de Nicolás Maduro et de son épouse par les forces spéciales américaines à l'issue d'une intervention militaire précédée de frappes aériennes ciblées. Cet événement confirme une réalité souvent évoquée mais rarement assumée aussi ouvertement. L'usage de la force demeure un instrument central des relations internationales lorsqu'il s'agit de défendre des intérêts stratégiques. Cette intervention met brutalement fin à plus de 13 années de pouvoir de Maduro. Reste toutefois une question essentielle. S'agit-il uniquement de l'éviction d'un dirigeant ou bien du démantèlement durable du système chaviste? Car Maduro n'incarnait pas seul le pouvoir. Depuis 1999, le chavisme s'est structuré autour d'un appareil politique et militaire encore largement intact. Des figures clés demeurent, le président par intérim Rodríguez, le ministre de la Défense López ou encore Cabello à l'intérieur. Washington a privilégié une action ciblée, concentrée sur la neutralisation de Maduro. Sur le plan tactique, l'opération est un succès. Stratégiquement, elle ouvre une phase beaucoup plus incertaine. Le pouvoir institutionnel existe toujours, l'armée reste en place, les sanctions économiques persistent et l'exploitation du pétrole vénézuélien nécessitera des années avant de redevenir opérationnelle. La capture de Maduro règle un problème immédiat, mais ne stabilise pas le pays. Une interrogation s'impose alors. Maduro a-t-il servi de levier pour clore une séquence politique ou s'agit-il du prélude à une transformation plus profonde du régime? L'avenir du Venezuela reste largement ouvert. Cette séquence illustre un retour assumé du réalisme géopolitique. Les équilibres militaires, économiques et technologiques priment désormais ouvertement sur les normes juridiques internationales. Les grandes puissances n'éprouvent de plus le besoin de justifier leurs actions par un cadre légal consensuel. Les États-Unis en particulier agissent désormais sans chercher à construire un récit compatible avec le droit international, comme cela avait encore été le cas lors d'interventions précédentes. Dans leur stratégie de sécurité nationale, Washington affirme clairement une logique de défense territoriale de son aire d'influence. En tant que puissance dominante de l'hémisphère occidental, les États-Unis considèrent l'Amérique du Sud comme un espace stratégique vital. Le Venezuela, acteur secondaire, se retrouve pris dans le jeu des rivalités entre grandes puissances, un sort déjà observé ailleurs et appelé à se reproduire. Ces actions ont des répercussions immédiates. Recomposition des marchés, ajustement d'alliances, mouvements migratoires, perturbation des chaînes d'approvisionnement et effets directs sur les politiques intérieures. Le Venezuela s'inscrit dans une dynamique globale qui touche aussi l'Ukraine, le Moyen-Orient, l'Afrique de l'Est ou certaines zones d'Asie du Sud-Est. La justification officielle, lutte contre le narcotrafic et l'immigration, masque des objectifs stratégiques concrets, largement détachés de toute idéologie. L'opération américaine de janvier 2026 restera comme un jalon majeur du repositionnement géopolitique des États-Unis, de l'Arctique jusqu'à l'extrême sud du continent américain. Historiquement, Washington a toujours considéré l'Amérique latine comme relevant de sa sphère d'influence, conformément à la doctrine Monroe formulée dès 1823. Cette approche n'est pas doctrinale mais pragmatique. Sécuriser les intérêts économiques, militaires et stratégiques américains. La région concentre des ressources naturelles majeures, en particulier énergétiques, dans un contexte de rivalité accrue avec la Chine et la Russie. Le Venezuela, qui détient les plus importantes réserves pétrolières prouvées au monde, représente un enjeu central. Le contrôle de ces ressources dépasse largement la question économique. Il s'agit d'un levier politique et stratégique. Après la vague de gouvernements hostiles à Washington dans les années 1990 à 2000, l'échec de certains modèles économiques et la chute des revenus ont progressivement affaibli ces régimes, permettant aux États-Unis de reprendre l'initiative. Dans le même temps, la présence chinoise et russe en Amérique latine s'est renforcée, investissements chinois dans les infrastructures, coopération énergétique, vente d'armes russes, autant d'éléments perçus à Washington comme des intrusions directes dans son périmètre stratégique. Pékin, en particulier, utilise prêts et partenariats énergétiques pour sécuriser ses approvisionnements et tester les limites américaines. Face à cela, la doctrine Monroe est réactivée sous une forme modernisée, visant à contenir toute influence concurrente dans l'hémisphère occidental. Les tentatives de certains États latino-américains de s'émanciper de la tutelle américaine, souvent par pragmatisme autant que par discours idéologiques, ont conduit à la création de structures régionales alternatives. Mais ces projets se sont heurtés à des fragilités économiques structurelles. Le Venezuela illustre parfaitement ce paradoxe.
Une volonté d'autonomie réelle, mais dépendante d'alliances extérieures pour survivre. Russie, Chine et Iran ont soutenu Caracas pour servir leurs propres intérêts, transformant progressivement le pays en terrain de confrontation indirecte entre grandes puissances. Cette dépendance a fini par réduire considérablement la marge de manœuvre vénézuélienne. Sur le plan interne, le pays traverse depuis des années un effondrement économique profond. Inflation extrême, production pétrolière en chute libre, dollarisation informelle, crise humanitaire majeure, exode massif et violation des droits humains documentés par les instances internationales, cette fragilité a renforcé l'autoritarisme du pouvoir, alimentant un cercle vicieux d'isolement et de pression extérieure. L'arrestation de Maduro ouvre désormais une phase de transition incertaine. Les États-Unis ont annoncé une gestion temporaire visant à éviter un vide politique, avec un redéploiement progressif d'acteurs énergétiques américains pour restaurer les infrastructures financées par les revenus pétroliers futurs. Il ne s'agit pas officiellement d'une occupation, mais la frontière entre transition encadrée et contrôle indirect reste floue. Sur le plan économique, aucune reprise rapide n'est envisageable. L'industrie pétrolière vénézuélienne est délabrée. Infrastructures obsolètes, champs à l'arrêt, pipelines endommagés. Le pétrole lourd nécessite des technologies et des investissements massifs. Un redémarrage prendra des années, quels que soient les soutiens extérieurs. Les répercussions régionales sont déjà visibles. Cuba, fortement dépendante du pétrole vénézuélien, voit sa situation fragilisée. La Colombie renforce sa présence militaire à la frontière, anticipant une nouvelle vague migratoire. Dans le reste de l'Amérique latine, les réactions sont divisées entre soutien et condamnation, accentuant les fractures régionales. À l'échelle mondiale, cette opération envoie un signal clair. Les États-Unis sont prêts à intervenir unilatéralement pour défendre leurs intérêts stratégiques. Ce précédent pourrait encourager d'autres puissances à agir de la même manière dans leur propre zone d'influence, accélérant l'érosion des normes multilatérales. Dans ce contexte, les États les plus vulnérables continuent de payer le prix des ambitions des grandes puissances. Bienvenue en 2026.